Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire Gouvernance et gestion des risques organisé par le comité gouvernance du MEDEF. Je suis Carole Siroux et je co-animerai avec Xavier Migeot ce webinaire. Le comité gouvernance des entreprises organise sur une base mensuelle un webinaire d'intérêt sur les bonnes pratiques de gouvernance au service des entreprises. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir trois invités que je vais vous présenter et ensuite Xavier nous présentera un peu la manière dont nous allons procéder ce matin. Donc, Catherine Frenzel, bonjour Catherine, vous êtes inspectrice générale à la BPI et vous nous partagerez donc la vision de la BPI sur ces sujets-là. Bénédicte Huot-Deluz, administratrice indépendante et spécialiste en gestion des risques, qui partagera son expérience, y compris dans les startups, puisque nous souhaitons que ce webinaire couvre, je dirais, l'ensemble du spectre des entreprises. Et enfin, Cécile Weber, qui est responsable de continuité d'activité et gestion des crises au sein de la Maïf et qui sera donc en visio avec nous aujourd'hui. J'espère que vous la voyez tous comme nous la voyons. Bonjour Cécile et bienvenue. Donc Xavier, je vous passe la parole pour présenter notre webinaire ce matin ainsi que le mode opératoire puisque nous espérons que ce sera interactif. Merci Carole. Donc Xavier Migeot, je suis le directeur du MEDEF d'Ille-et-Vilaine. Donc cet événement sera enregistré, donc disponible sous forme de replay. Donc si vous souhaitez réécouter les interventions de nos experts et de notre table ronde. Alors, la présentation de nos séquences, nous allons en avoir 4. Premièrement, nous allons nous intéresser au pilotage des risques. Puis, en fait, comment fait-on de la gestion des risques un outil de pilotage stratégique? Et enfin, quels sont les avantages compétitifs que nous pouvons avoir en travaillant sur la gestion des risques et en le plaçant dans les instances de gouvernance? Et puis, nous aurons une séquence de questions-réponses. Donc, nous avons un chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Elles nous seront retransmises et nous pourrons les poser à nos différents intervenants. Merci Xavier. Donc, je vous propose de démarrer nos échanges et Xavier de finalement placer un peu le débat. Pourquoi devrions-nous, en tant qu'administrateurs ou gestionnaires d'entreprise, nous intéresser au pilotage des risques et donc déjà peut-être introduire ce sujet et puis nous exposer ce que vous avez fait en 2018 avec l'AMRAE, qui est l'association des gestionnaires de risques dans ce domaine-là, et bien sûr quelles leçons vous en avez tirées et comment cet outil peut être utilisé par chacun de nos auditeurs et des entreprises du MEDEF. Alors le premier point, évidemment, que tout le monde a en tête ce matin, c'est que les risques est une fonction inhérente à celle de chef d'entreprise. C'est évident, tous les chefs d'entreprise prennent des risques, matin, midi et soir, des risques personnels, des risques professionnels. Donc en fait, la question n'est pas de savoir s'il y a des risques ou s'il n'y en a pas, la question est de savoir comment les identifier et comment les gérer. Et c'est vrai que nous avons travaillé, je dirigeais alors le MEDEF des Deux-Sèvres, nous avons travaillé avec l'AMRAE sur le point précis suivant, qui est en particulier au sein des PME et des ETI, le fait que certes, les risques, on les gère, enfin on les a, mais finalement, on a généralement, en tant que chef d'entreprise, pas obligatoirement le temps d'avoir une vision panoptique, d'avoir une vision d'ensemble au même moment. On n'a pas de ressources dédiées, on n'a pas un gestionnaire de risque ou une équipe de gestion des risques comme dans les grandes entreprises. Donc finalement, on le gère au fur et à mesure, mais les chefs d'entreprise ont rarement le temps de se poser et de le traiter globalement et surtout de le traiter au niveau stratégique. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, qui nous a incité à travailler dessus avec l'AMRAE, c'est justement que on parle beaucoup des risques majeurs, risques climatiques, risques cyber, bien qu'à l'époque, en 2018, on en parlait moins dans les PME, sans doute davantage dans les ETI. Mais il y a aussi tous les risques opérationnels, les risques RH, les risques maintenance, les risques financiers. Et d'ailleurs, dans l'analyse annuelle que fait l'assureur QBE auprès des PME et ETI, on voit bien que ce sont les sujets majeurs, d'autant plus à l'époque, ce sont les sujets majeurs qui étaient portés
comme étant des grands sujets pour les PME et les ETI. Alors, ma carte des risques, qu'est-ce que c'est? C'est un travail en fait conjoint que l'on a fait, où on a réuni un certain nombre de chefs d'entreprise pour élaborer une méthodologie d'analyse et de cartographie des risques. Ces chefs d'entreprise, on les a fait travailler à partir de leur réalité, à partir de leur réflexion, et ça a permis de produire 3 choses, donc avec le regard scientifique de l'AMRAE et le soutien de l'AMRAE. Premièrement, un guide méthodologique extrêmement court, extrêmement bien fait, enfin, bon, j'en fais la publicité, mais qui permet justement de poser le débat et surtout de qualifier les spécificités de la gestion des risques dans ces entreprises, spécialement dans les PME, les ETI, et les points d'attention particuliers. Donc un guide, une méthodologie qui se retrouve dans ma carte des risques.fr, qui est en fait un questionnaire qui traite les 7 univers de gestion des risques stratégiques, opérationnels, financiers, RH, etc. et qui présente 53 questions qui permettent à des chefs d'entreprise d'y répondre et en même temps de coter ces risques en fonction de la probabilité de survenue et de la gravité. Donc voilà, une cartographie, ça permet en bout de course, lorsqu'on a rempli la 53e question, d'avoir cette cartographie qui est tout de suite éditée en PDF et donc, et c'est ça le point le plus important, qui devient un outil en fait pour gérer, pour traiter ces risques et pour en faire un outil de discussion avec les différentes instances internes, gouvernance, conseil d'administration, etc., mais aussi son équipe, mais aussi externe avec des tiers, nous reviendrons dessus. Ça prend 3 heures, c'est en autosaisine. Nous avions fait le choix, à l'époque d'embaucher quelqu'un au sein du MEDEF de Sèvres pour justement le faire en face à face, pour challenger nos chefs d'entreprise adhérents. Quels sont les enseignements? Peut-être 4. Le premier, c'est qu'en effet, ça permet, quelle que soit la taille de l'entreprise, on est allé de 6 à 1200 salariés, ça permet de réfléchir à l'alignement entre la stratégie du chef d'entreprise et la partie opérationnelle de la mise en œuvre de sa stratégie. Ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième, c'est que ce n'est jamais du temps perdu. Et on l'a bien vu, j'ai un souvenir d'une entreprise extrêmement structurée, une belle ETI très très structurée, où finalement, on a identifié 2-3 sujets qui étaient totalement passés inaperçus, mais dans l'échange, nous avons permis de les identifier et derrière, qu'ils puissent les traiter. Le troisième, c'est qu'évidemment, lorsqu'on parle de plan de traitement, ça permet de hiérarchiser les risques. Un chef d'entreprise ne va pas tout traiter en même temps. Il y a des risques majeurs, il y en a des risques qui peuvent être traités dans un temps plus long. Donc, ça permet de hiérarchiser et d'allouer les ressources. Et puis, le dernier point, c'est que la gestion des risques, c'est incarné. C'est pas quelque chose, c'est pas une démarche voilà, hors sol. C'est bien incarné. Et derrière, il y a des notions extrêmement intéressantes d'appétence au risque, et je sais que nous reviendrons dessus. Quelle est l'appétence au risque de moi, chef d'entreprise ou d'un conseil d'administration? Et puis aussi, quels sont les biais cognitifs? Et on sait que dans cette matière-là, Dieu sait qu'il y en a, et c'est aussi extrêmement intéressant de les traiter. Je finirai juste sur un retour d'expérience qu'on a mené. D'ailleurs, Cécile Weber en faisait partie juste après le premier confinement, où on a réuni un certain nombre de chefs d'entreprise. J'ai en souvenir une personne donc, qui a une belle PME, qui a racheté d'ailleurs une deuxième entreprise, et qu'on y disait, moi, quand j'ai fait la cartographie des risques avec vous, j'ai identifié 3 sujets. Un sujet de prix auprès de mes clients. Celui-là, on ne va pas le traiter tout de suite. Les 2 autres, c'était un problème de fournisseurs, puisqu'il avait une concentration de ses fournisseurs en bois. Et l'autre, c'était la question de la maintenance de ces machines-outils. Donc, vous voyez, on arrive à un degré de détail qui est quand même assez fin. Ça, c'était avant la crise. Il a résolu ces 2 points. Il a traité ces 2 points. Et ce qu'il nous disait à l'issue, c'est que ça lui avait permis de passer beaucoup plus facilement, entre guillemets, parce que rien n'était facile, la période du premier confinement et la suite. Merci. Merci Xavier. Je retiens de votre intervention qu'il existe un outil finalement simple, accessible à tous et qui peut être un très bon support. Donc macartographie.com. Donc je me permets de faire un peu l'article, mais je crois que c'est important. Et également un autre point, je pense qu'on y reviendra, c'est qu'il y a souvent la perception que c'est un outil un peu hors sol ou théorique. Et qu'en fait, vous nous expliquez clairement, et on va y revenir, que c'est finalement un outil qui va servir à la gestion, qui est très opérationnel et qui peut être vraiment un guide dans la gestion du quotidien. Et je me permets, c'est gratuit.
Et c'est gratuit, voilà. c'est toujours important. Merci Xavier. Bénédicte, je vais vous passer la parole. Donc vous avez, je dirais, une double casquette. Vous avez évolué dans le monde de la gestion des risques, et notamment au sein de l'AMRAE, mais vous êtes également au conseil de plusieurs entreprises, donc en tant qu'administratrice. Comment est-ce que vous voyez le pilotage des risques et qu'est-ce que le conseil peut insuffler en termes de culture des risques? Merci beaucoup pour cette introduction. Écoutez, oui, déjà, on a eu le plaisir avec Xavier de travailler pendant quelques années ensemble entre l'AMRAE et le MEDEF et pour créer vraiment cet outil macartodesrisques.com. Et je dois dire que j'ai effectivement ces deux casquettes, administratrice et chef d'entreprise. Et en tant qu'administratrice, je l'utilise énormément. Enfin, je le fais utiliser dans les entreprises dans lesquelles je suis parce que je trouve qu'il a vraiment, il est très pragmatique. Il couvre à 360 degrés les questions. Alors, on peut toujours en rajouter, on peut toujours améliorer, c'est sûr. Mais c'est très important, c'est que c'est le terrain, ça a été créé par le terrain, pour le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on l'utilise, et moi vraiment je l'utilise dans les groupes dans lesquels je suis, c'est le terrain qui parle au terrain. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi c'est important, une cartographie des risques quand on est dans un conseil d'administration? C'est que quand on est administrateur, on est quand même un peu aveugle dans l'entreprise. On n'a pas la connaissance du dirigeant, du chef d'entreprise. On n'a pas son marché, ses clients en direct. C'est pas notre rôle. On est là pour fiabiliser, pour travailler, pour challenger. D'abord pour construire la stratégie, mais c'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et de cette stratégie, eh bien, il faut quand même savoir si on va pouvoir la réaliser à terme, si on va être bon dans les années à venir. Et c'est pas facile de penser à tout. Donc cet outil de cartographie des risques, celui-ci ou un autre, eh bien nous, en tant qu'administrateurs, c'est très intéressant d'avoir ce guidelines qui nous permet de réfléchir, de prendre de la hauteur et de créer avec le dirigeant un socle de confiance. Donc moi, j'aime bien ce terme de socle de confiance par rapport à la cartographie des risques. C'est vraiment, est-ce que l'on est d'accord ensemble sur demain les enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire, où sont les pièges? Et honnêtement, en tant qu'administrateur, je n'ai pas cette vision, je dirais, au quotidienne, fine de l'entreprise. Donc cette réflexion qu'on peut avoir ensemble, elle est très importante. Elle est aussi très importante, et Xavier a commencé à le mentionner, par rapport à l'appétence. Vous, dirigeants, vous savez vos risques, vous les connaissez. Je veux dire, moi, administrateur, je les connais pas forcément, je les ressens pas bien, mais vous, dirigeants, vous les connaissez. Par contre, parfois, la problématique, c'est qu'ils sont pas bien évalués, ils sont pas bien quantifiés. Enfin, je veux dire, c'est compliqué de se dire, et si ça se passe, et si ça se réalise, que va-t-il se passer? Et là, c'est très intéressant de pouvoir travailler sur des scénarios de risque et surtout de quantifier ces scénarios de risque, de les évaluer, de donner une valeur, de donner, même si elle est fausse, honnêtement, on va travailler sur des conséquences différentes, des conséquences, je dirais, sociales, des conséquences environnementales, des conséquences juridiques, des conséquences réputationnelles. Tout le monde sait aujourd'hui la réputation, à quel point c'est difficile de gérer ces conséquences-là, et naturellement les conséquences financières, que je cite volontairement en dernier, puisque en général on pense tout de suite aux conséquences financières, sans oublier, en oubliant facilement le social, l'IT qui est bloqué pendant des semaines, on fait comment? Enfin, on fait comment? Donc on va travailler sur des conséquences, puis on va travailler sur une fréquence, sur une probabilité. Et c'est important de faire l'exercice de cette cotation, que la direction fasse l'exercice de cette cotation avec son comité de direction. Parce que le dirigeant, lui, il va avoir sa propre façon de voir les choses. Et c'est bien que son comité de direction, en général, soit ensemble à partager ce niveau de risque. Parce que d'autres ont d'autres avis. Je veux dire, on a besoin de cet échange et de ce partage. Les RH vont avoir un autre avis sur différents risques. Voilà. Donc c'est très important. Donc moi, administrateur, si je reprends ma casquette, cet échange, il est fondamental parce qu'en fait, je vais avoir du coup une hiérarchisation des risques qui va m'aider dans mon rôle, qui va m'aider dans, eh bien, on doit fiabiliser la stratégie de demain. C'est cet outil de cartographie des risques qui va nous permettre de fiabiliser la stratégie de demain. Un point important également, c'est de dire, cet outil de fiabilisation de la stratégie, il va aussi nous servir demain, et je sais qu'on va en reparler, sur les risques environnementaux et les risques sociétaux. Cette fameuse RSE, ces fameux critères ESG, aujourd'hui, moi je pense que la performance des entreprises, on va ajouter à la performance économique que l'on connaît, hein, la performance économique, la stratégie économique, c'est-à-dire que mon job number one en tant que dirigeant, là je prends ma casquette de dirigeant,
c'est quand même de vendre, c'est d'avoir des clients satisfaits, c'est d'innover, c'est d'être capable de répondre à la demande, c'est d'être capable d'aller en temps et en heure, que mes collaborateurs soient satisfaits, mais avant tout, je travaille pour mes clients. Et donc, en fait, cet outil, on va pouvoir adresser à la performance économique, la performance environnementale et une performance sociétale. Et je crois que c'est très important d'avoir ces 3 performances aujourd'hui et de ces 3 performances soient adressées au même titre que la cartographie des risques, je dirais que économique. Voilà, je pense que c'est important d'embarquer tous ces sujets en même temps pour fiabiliser notre avenir en tant que dirigeant d'entreprise. Merci Bénédicte. Catherine, vous avez été témoin de ces changements et de la prise en compte de nouveaux risques et puis aussi de nouvelles préoccupations type la RSE. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience? Bien sûr, merci Xavier. Oui, moi j'ai envie en fait de partager mon expérience en tant que finalement inspectrice générale d'une banque en fait, parce que certains d'entre vous le savent sans doute, hein, l'exposition aux risques et la nécessité en fait de quantifier, de cartographier, d'identifier les risques dans les banques vient en fait d'une exigence réglementaire qui ne date pas d'hier et qui n'a fait que croître, notamment après la crise de 2008. Et en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est que oui, c'est important, on nous l'a imposé en fait, mais on se rend bien compte en fait que c'est quelque chose de primordial et surtout c'est quelque chose qui est complètement évolutif, comme le dit Xavier. Si on reprend un peu l'histoire, le risque dans les banques, c'est naturellement le risque de crédit, puis le risque de marché pour les banques voilà, plus large. Donc ça, c'est ce qui vient naturellement. Ensuite, on a été amené à identifier, à calibrer, à quantifier tout ce qui était risque opérationnel, risque de non-conformité. Alors voilà, là, je commence à utiliser des mots qui pour nous sont très naturels et qui finalement reflètent en fait des choses très, très opérationnelles. Mais en tout cas, on a été amené véritablement à identifier, à quantifier, à calibrer tout ça. On est maintenant sur des nouveaux types de risques en fait. Alors on cite les risques ESG, les risques climatiques, les risques cyber. Tout ça en fait c'est des éléments de risque que l'on doit absolument tous les ans en fait identifier, calibrer, affiner pour alimenter, mettre à jour notre cartographie. Et ça, comme le dit Bénédicte, en fait, c'est pas simplement le dirigeant qui le fait seul dans son coin, même si évidemment il en a conscience. Ça passe vraiment par des ateliers carrément qui impliquent les métiers, les parties prenantes, que ce soit les métiers de front ou ce qu'on appelle chez nous les fonctions support. Donc tous les ans, en fait, on fait un exercice de revue du type de risque, de leur quantification et, pour reprendre le terme de Xavier, de l'appétit au risque. On parle même, au-delà de l'appétence, on parle d'appétit au risque. C'est vraiment un terme réglementaire et ça veut bien dire ce que je trouve que c'est très parlant. C'est-à-dire, finalement, par rapport à notre stratégie et nos activités, quel est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre pour continuer voilà, à développer notre stratégie et nos process opérationnels. Et là, en fait, on arrive également à un niveau de quantification. On a parlé de cartographie, d'identification. Cette quantification, dans les banques, pour nous, elle se traduit de façon très, très concrète, en fait. Là encore, la régulation nous impose, en fait, de parler en termes de risque brut et de risque net. Voilà. Derrière ça, en fait, derrière ces concepts, c'est très simple à exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, de par nos activités, on est exposé à certains types de risques. Voilà, des risques bruts, l'environnement, les activités nous exposent à ce type de risques. Et par rapport à ça, en fait, on va mettre en face tout un dispositif de maîtrise de nos risques pour arriver à un risque net. Donc, en gros, on est exposé, on va dire, à 100. Notre dispositif, la qualité de notre dispositif de maîtrise des risques, nos procédures, nos contrôles, etc., vont faire qu'on va mieux le maîtriser et on va arriver à un risque net, on va dire, je ne sais rien, de 20. Et ensuite, on va se dire, ce niveau de 20, il correspond à notre appétit au risque, on l'accepte ou pas. Si on considère que c'est encore trop élevé, on va aller améliorer le dispositif pour le diminuer ou alors carrément décider de ne plus exercer une activité parce que finalement, on n'arrive pas à gérer suffisamment le risque qu'elle induit. Voilà. Donc, c'est des choses en fait très concrètes qui se déclinent au niveau des banques. Encore une fois, le régulateur, les superviseurs, on va dire, nous aident
à faire cet exercice, mais au fond, quand on l'adopte, c'est un exercice qui irradie, j'allais dire, au sein de toutes les activités, de tous les métiers et de toutes les fonctions. Merci Catherine. Je propose à Cécile, qui nous écoute sagement, de partager son expérience au sein donc de la Maïf, puisqu'elle est responsable du plan de continuité des activités. Peut-être d'ailleurs définir ce que c'est pour des personnes qui nous regardent et comment ça peut être utilisé comme un outil de pilotage, pas uniquement donc dans le quotidien. Et là aussi, comment ça contribue à améliorer la culture des risques à tous les niveaux de l'entreprise, comment l'entreprise se l'approprie. Donc Cécile, je vous passe la parole. Oui, merci Carole. Le PCA, c'est un ensemble de dispositifs qui permettent d'assurer la résilience, on va dire, à un niveau global de l'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de bien prendre en compte que le PCA s'inscrit dans un cadre général de maîtrise des risques. Aujourd'hui, les entreprises évoluent dans un environnement extrêmement évolutif et inévitablement créateur de vulnérabilité pour leur fonctionnement. On assiste à l'émergence aujourd'hui de nouveaux risques du fait d'une nouvelle ampleur ou encore d'interdépendance qui génèrent en fait des situations tout à fait nouvelles et que les entreprises doivent dès à présent impérativement prendre en compte. Je prendrai peut-être l'illustration de 3 grands risques aujourd'hui qui évoluent de façon sensible, sans être bien évidemment exhaustif. Le risque climatique, tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure. On assiste de façon assez indéniable à une évolution défavorable des phénomènes naturels majeurs et notamment de l'augmentation des territoires qui sont exposés aux phénomènes naturels avec des impacts considérables. Au-delà des conséquences du dérèglement climatique, qui vont déboucher bien évidemment sur des questions d'aménagement de territoire, certains aspects sont nouveaux et multiples et vont toucher indirectement, voire même directement les entreprises. Je pense notamment aux impacts sur la santé humaine, sur les conditions de vie, avec notamment les épisodes paroxystiques de chaleur ou de sécheresse, les mouvements migratoires qui créent déjà des impacts politiques significatifs, mais également l'accès aux ressources et aux différents réseaux, à la fois pour les particuliers, mais très certainement pour les entreprises. Donc, l'approche qui consistait jusqu'à présent à voir le risque climatique comme un unique problème d'aménagement de territoire et qui du coup ne relevait finalement que de la responsabilité des collectivités territoriales est désormais parfaitement dépassée. Même si il demeure encore des incertitudes sur ce risque, les projections imposent de vrais questionnements stratégiques pour les entreprises. Et des questionnements sur les implantations, le développement géographique, les parcours de flux, les impacts économiques, les conditions de travail, mais aussi la résilience architecturale et de fonctionnement. Le deuxième risque, bon, tout le monde en parle, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est le risque cyber. Aujourd'hui, du fait d'une digitalisation qu'on peut exprimer de galopante, une attaque cyber sur l'infrastructure du système d'information d'une entreprise peut se révéler fatale. Depuis les attaques WannaCry et NotPetya, les surfaces d'attaque ne cessent de croître et le risque cyber est désormais qualifié de risque systémique. On assiste à une évolution extrêmement rapide de la cybercriminalité. Les attaques gagnent en expertise et désormais, on doit prendre en compte que les attaques cyber disposent d'une force de nuisance exceptionnelle. Donc, face à ce pouvoir de nuisance, les entreprises doivent créer et maintenir un niveau de cyber-résilience suffisant et qu'il faudra adapter en permanence pour prendre en compte que les conflits de demain seront très certainement des conflits numériques.
Enfin, le dernier risque qui est tout à fait nouveau et avec une ampleur absolument conséquente, c'est le risque de fake news et de manipulation sociale. Désormais, plus besoin de structures très organisées pour mobiliser un grand nombre d'acteurs sur un sujet et créer de vastes mouvements de contestation ou pour créer des fausses informations avec très souvent l'intention délibérée de nuire à une organisation. Aujourd'hui, les fausses informations influencent, elles clivent les points de vue à une vitesse absolument déconcertante et avec un risque absolument significatif pour la réputation des entreprises. Et en plus, on est dans un contexte qui est plutôt défavorable, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un contexte quand même de défiance à leur égard. En parallèle, on assiste à un phénomène d'amplification de la crise du fait d'une médiatisation nouvelle, et je pense notamment aux réseaux sociaux. Ces nouveaux moyens de communication sont de véritables porte-voix pour relayer une liberté d'expression qui est parfaitement décomplexée aujourd'hui. Donc, en définitive, on se rend compte que jusqu'à présent, nous étions dans un environnement qui était relativement stable, avec des événements perturbateurs plutôt bien identifiés, et en plus avec en face des planifications de riposte, avec le PCA, qui étaient plutôt adaptées. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des menaces avec des caractéristiques nouvelles, avec des interdépendances qui ont été illustrées par le Covid, on y reviendra, des effets dominos qui créent finalement des scénarios hyper complexes qui nous projettent dans des situations de rupture avec de véritables risques de perte d'ancrage. Donc nos modèles de référence, et on y reviendra, ne semblent plus complètement suffisants et doivent donc intégrer ces évolutions et évoluer vers une approche nouvelle, enrichie. Et c'est ce que j'appelle dans mon livre les dispositifs de résilience augmentée. Merci Cécile, et j'espère que tous nos intervenants vous ont déjà convaincu au terme de cette première séquence de l'importance de travailler sur la gestion des risques. Je rebondirai juste une seconde sur les propos de Cécile en disant que tout ce que vous avez dit concerne les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est vrai que sur un certain nombre de sujets, on s'est souvent dit, et les chefs d'entreprise de PME, voire de TI, se disaient « je suis pas trop dans la cible ». Finalement, et on a malheureusement énormément d'exemples, tant sur les aspects cyber que réputation, où des entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, sont maintenant touchées, donc ce qui intensifie la nécessité de travailler sur ce sujet. Alors maintenant, je vais donner la parole à notre co-animatrice Carole. Vous êtes administratrice de plusieurs conseils et on vient d'évoquer l'importance d'une culture de la gestion des risques. Alors évidemment, d'un point de vue opérationnel, mais aussi au sein des conseils d'administration. Donc quel est votre avis et quelle est votre expérience ? Merci Xavier. Oui, en tant que membre de différents conseils, d'ailleurs de taille variable et dans des secteurs financiers et non financiers, je pratique, je dirais, ce sujet-là au quotidien. Et je pense que c'est d'abord très important d'éviter finalement d'isoler ce sujet auprès de certains experts, parce que dans les conseils d'administration, vous avez toujours des gens qui ont un profil plus financier, plus technologie, etc. et qui donc souvent obligent, ou suivant la taille des conseils, à formaliser un petit peu ces discussions au sein de comités des risques ou des comités d'audit, qui font d'ailleurs très bien leur travail, bien entendu, cela va sans dire, mais je pense que c'est un gros risque de ne pas remonter finalement les discussions au niveau de l'ensemble du conseil et de faire en sorte que ces discussions ne soient pas donc juste l'apanage des comités, mais fassent partie intégrante de la discussion stratégique. Et en fait, moi je vois ce sujet de manière complètement imbriquée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, et je crois que Bénédicte l'a dit de manière très claire, on ne peut pas discuter de stratégie si on n'a pas apprécié finalement les différents enjeux que cela représente pour l'entreprise en dynamique et apprécier les risques et ensuite
ensuite, bien sûr, puisque par nature, un chef d'entreprise, Xavier le disait bien, prend des risques, mais de déterminer dans quelle mesure on peut les accepter et quelle est la tolérance donc, à ce niveau de risque. Ce qui exige donc d'une part que ces sujets-là soient discutés au niveau du Conseil, de l'ensemble des membres du Conseil, et c'est à travers des outils comme la cartographie qui n'est finalement qu'une illustration permettant d'avoir ces conversations. Je crois qu'il faut vraiment regarder ces outils non pas comme des sujets un peu magiques qui tout d'un coup permettent de discuter de ces points-là, mais surtout vont être l'occasion, et Xavier le disait bien, d'identifier ce qui manque. Parce que finalement, on se rend compte qu'on est dans un monde de plus en plus non seulement complexe, mais qui bouge de manière extrêmement rapide et dynamique. Et donc, ça permet finalement d'avoir un certain nombre de personnes qui regardent une situation telle qu'on la voit aujourd'hui et puissent discuter leur évolution en dynamique. Donc, une cartographie, c'est bien, mais ça doit être revu en permanence et ça doit être discuté parce que les risques, ils bougent, ils évoluent à la hausse ou à la baisse, mais c'est important de les identifier et d'en discuter. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut que, quelle que soit la taille de l'entreprise, cette discussion ait lieu. Et la cartographie est finalement un assez bon prétexte pour formaliser cette discussion. Et comme je le disais, et je vais reprendre un petit peu les points que faisait Cécile, il y a de nouveaux risques. Il est important de les discuter, d'être assez ouvert là-dessus. Je crois que c'est aussi une forme de transparence qui permet d'être lucide sur les risques susceptibles d'affecter la stratégie ou l'entreprise au quotidien. Parmi les risques qui n'ont pas été nécessairement nommés, qui, moi, me préoccupent dans mes fonctions, c'est finalement le retour potentiellement de l'inflation. Chacun de nous, ici autour de cette table, vit depuis 15 ou 20 ans, soit dans des métiers où il y a de la déflation, c'est-à-dire que les prix ne font que se réduire, soit finalement n'ont jamais eu à gérer une entreprise dans un contexte inflationniste, inflation des salaires. Voilà. Je voulais aussi évoquer des risques qui n'étaient pas nécessairement dans le radar. Finalement, la capacité à recruter. Parce qu'on parle toujours de la gestion des talents en termes, je dirais, un peu théoriques. Mais aujourd'hui, c'est un vrai risque. Comment fait-on, suivant les métiers dans lesquels on est, si on n'arrive pas à recruter de personnel ? Donc voilà, on n'est pas. Donc il y a un ensemble de risques qui étaient présents, je dirais, on listait de manière un peu, comme un inventaire à l'après-vert des risques susceptibles d'affecter, mais sans nécessairement percevoir l'impact. Je ne reviendrai pas, parce que ça ouvrirait une boîte de Pandore, sur le fait que à peu près 90% des entreprises avaient probablement le risque de pandémie. En tout cas, les grandes entreprises avaient risque de pandémie dans la liste des risques qui étaient susceptibles de les affecter. Mais la plupart n'étaient pas toujours préparés pour ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Donc, et je terminerai sur un point qui me tient beaucoup à cœur. C'est qu'il ne suffit pas juste d'identifier les risques, Bénédicte l'a bien dit. Il faut arriver à les quantifier, même si on sait que parfois ça n'est pas simple. Mais surtout, et pour boucler sur un point que faisait Cécile, il faut identifier ces biens, mais il faut ensuite mettre les moyens, ou en tous les cas discuter de comment on va les gérer. Or, et c'est là où je pense qu'il y a encore des sources d'amélioration considérables dans le dialogue entre le conseil d'administration et le management, c'est dans l'identification de scénarios, dans l'hypothèse où un risque se matérialise. Et là-dessus, Cécile a parfaitement raison quand elle met en avant les réseaux sociaux, le risque réputationnel, etc. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent, entre guillemets, à l'identification, qui éventuellement arrivent à se dire, voilà, qu'est-ce qu'on ferait ? Mais il y a encore pas mal de travail pour vraiment développer des scénarios crédibles qui permettent de dire que faisons-nous si demain on a une cyberattaque et qu'on est exposé à un chantage, comment va-t-on agir ?
Et je pense qu'il y a encore beaucoup de conseils d'administration qui pourraient formaliser cela. Et donc, ça me paraît être un des chantiers, en plus, bien sûr, de l'identification et de la mise à jour périodique et des périodes qui se raccourcissent de la cartographie et de la liste des risques. Voilà, je m'arrête et je repasse la parole. Merci Carole, je retiens, et c'est extrêmement important, lorsqu'on voit les préoccupations actuelles, c'est recrutement, trouver des nouveaux collaborateurs, c'est les filières d'approvisionnement et les difficultés d'approvisionnement et le prix des matières premières. C'est un peu les trois sujets en plus de la cyber. Et c'est vrai qu'on voit bien que ça évolue très rapidement, d'où le fait que travailler sur sa carto et sur son plan de traitement des risques est vraiment un mouvement itératif qu'il faut impulser. Ça change régulièrement, de plus en plus rapidement en effet. Donc c'est un sujet toujours à remettre sur le métier. Voilà, merci Carole. Je redonne la parole à Catherine. Finalement, la nécessité de démontrer que la gestion des risques n'est pas qu'un problème de compliance. Et souvent, on l'a réduit à un sujet de compliance, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Effectivement, hein, compliance, voilà, veut dire conformité. Alors même si j'ai évoqué tout à l'heure les exigences des régulateurs en la matière, on n'est pas du tout ici sur une matière qui nous demande simplement d'appliquer une règle. Alors, quand même, bien souvent, une règle est faite aussi pour permettre aux entreprises d'être mieux gérées, hein, au fond, quand on remonte au principe d'une règle. Mais en tous les cas, il ne faut pas du tout prendre cet exercice comme un pur exercice, en fait, tick the box. Ce serait vraiment, je pense, du temps perdu, voilà, finalement. Et on a tous, et vous les premiers chefs d'entreprise, autre chose à faire. Donc, il s'agit vraiment, en fait, on a beaucoup parlé d'outils, hein, mais c'est de développer un outil, de l'actualiser très régulièrement pour qu'il se mette au service, en fait, de la stratégie et de sa déclinaison opérationnelle. Hein. On revient souvent en fait sur ces thèmes-là, mais de façon très concrète en fait pour vous illustrer qu'on n'est vraiment pas en fait sur des simples sujets de tick the box. J'ai en tête en fait certaines actions qui peuvent découler en fait de cette cartographie des risques, de cette évaluation des risques. Je vais en prendre déjà deux exemples très très bancaires, hein, mais finalement au niveau du risque de crédit, c'est évidemment un risque qu'il faut absolument quantifier. Et alors, c'est pas tous les ans, hein, c'est vraiment tout le temps. Donc, on le quantifie, on le cartographie, on l'identifie, on actualise l'évaluation en permanence. Pourquoi? Parce que très concrètement, derrière, ça a un impact en fait sur notre niveau de fonds propres. Là, c'est une exigence réglementaire, mais en gros, plus une banque va prendre de risques de crédit et plus on va exiger en fait qu'elle ait des fonds propres importants. Des fonds propres, vous le savez tous, ça coûte. Donc voilà, une bonne gestion du risque de crédit est nécessaire pour économiser des fonds propres autant que de besoin. Un autre exemple sur du risque de position. Donc là, on est sur des actions. Et ben voilà, en fonction des limites de risque que l'on s'accorde, et ben on va investir, désinvestir, etc. Au-delà de ces deux exemples bancaires, moi j'ai envie aussi de partager d'autres réflexions qui me viennent de par l'échange que l'on a. On a parlé du risque climat. Le risque climat, en fait, BPI, on a évidemment bien conscience, BPI, Banque du climat, voilà, je pense que ça n'a échappé à personne. Mais derrière ça, en fait, on met en place toute une série d'actions et on est vraiment en train de développer des outils en fait d'évaluation du risque climatique. Alors, sans entrer dans les détails, mais ça, c'est quelque chose de très novateur et qui passe par exemple, le fait d'aller récupérer des données publiques en fait de la NASA, qui cartographie la Terre en fait. Voilà, sur, par exemple, les zones de réchauffement, les zones d'inondation, etc. Et on arrive, notamment au travers ça, à commencer à avoir une idée, une cartographie pour le coup physique, par exemple, de la France, en disant, voilà, sur telle commune est plus exposée, plus ou moins exposée au risque d'inondation, au risque, en fait, d'augmentation de la température moyenne, etc. Et à partir de ça, c'est juste un petit bout du schéma. À partir de ça, eh ben, on va se dire, les entreprises de ce secteur-là vont être plus exposées dans les années qui viennent. Et donc, nous, BPI, ben, on va peut-être les aider à se préparer, donc à prendre des actions en anticipation
pour, je ne sais pas, s'ils sont exposés au risque d'inondation, peut-être est-ce qu'il faut déplacer les locaux, est-ce qu'il faut déplacer en fait les serveurs informatiques, là où, enfin, les éléments qui vont servir aussi au PCA, comme l'évoquait Céline. Bon voilà, il y a tout un tas d'éléments en fait, c'est-à-dire qu'on est en train de construire finalement des indicateurs clés de mesures de risque climatique pour en fait permettre aux entreprises de mener des actions derrière. Un autre exemple, en fait, sur la cybersécurité et puis le risque d'image, en fait, parce que les deux peuvent être associés. Alors, cybersécurité et risque d'image, encore une fois, pour reprendre l'exemple de PPI, au début de la crise Covid, vous savez qu'on a donc évidemment contribué à mettre en place les PGE. Très très vite, BPI France a été énormément exposé et a subi des attaques en fait cyber extérieures. Tout d'un coup, le nom de BPI en fait voilà était très connu même mondialement, beaucoup plus. Et on s'est dit il y a sûrement des informations intéressantes. Enfin, les hackers se sont dit il y a sûrement des informations intéressantes à récupérer. Et en fait, on a subi des attaques cyber pour essayer en fait d'aller récupérer des infos de notre part. Donc ça nous a conduit en fait. Alors là, on avait des outils de veille déjà en place. Ça nous a conduit en fait à renforcer les sécurités autour de ça. Et si je lis ça au risque d'image, imaginez ce que ça pourrait donner de dire, voilà, les données économiques françaises ont été attaquées, et voilà. Et parce que BPI n'avait pas les bons verrous. Bon. Donc, ça veut dire qu'on s'équipe. Et ça veut dire aussi qu'on a en place des cellules en fait de gestion de crise. Carole, tu évoquais en fait cette capacité en fait de réaction. Les cellules de gestion de crise, c'est aussi quelque chose de très important à anticiper. Alors sous l'angle, j'allais dire un peu classique et plus ancien du PCA, hein, qu'évoquait Céline, mais il faut même avoir des cellules de crise pour réagir justement à un problème voilà, problème sur les réseaux sociaux, l'entreprise est attaquée, il y a des fake news qui circulent. Voilà, comment est-ce qu'on réagit, et on réagit vite. La notion de temps de réaction est aussi quelque chose qui me paraît très important. Merci Catherine. Voilà, effectivement, personne n'est... voilà, tout le monde est exposé à l'ensemble de ces risques, quel que soit où on se situe. Bénédicte, vous êtes très présente dans des entreprises de un peu toutes les tailles et accompagne notamment des startups, etc. Est-ce que peut-être vous pourriez partager votre vue sur la manière dont on doit regarder ces problématiques-là selon la taille de l'entreprise? Est-ce que finalement c'est la même chose mais déclinée de manière différente, ou est-ce qu'il faut regarder ces enjeux de manière différente? Alors, moi, je pense que la démarche est la même, en fait. Qu'on soit une entreprise de 5, Xavier l'a mentionné, hein, tu as fait ce travail avec une entreprise qui avait 6 personnes. Donc, qu'on soit une toute petite structure ou une grosse structure, personnellement, j'accompagne des grands groupes jusqu'à 3000, 5000 personnes. C'est la même démarche. C'est l'allocation des ressources. C'est l'intelligence de se dire, dans le monde actuel, médiatique, où il y a du brouhaha dans tous les sens, quels sont mes enjeux de ma boîte? Où est-ce que je dois mettre mes ressources humaines, mes ressources financières et mes ressources technologiques en priorité pour atteindre la stratégie qui a été définie avec le conseil d'administration. Je crois que c'est vraiment et moi, en tant que dirigeant, honnêtement, j'ai tellement de choses à penser, tellement de choses à voir. Attaquer de toutes parts, c'est pas le bon terme parce que c'est négatif. On aime, quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant, on adore ce job, mais alors vraiment, on a tellement de choses à penser que c'est compliqué. Et finalement, se poser une fois par an, prendre du recul, regarder le 360, avec des gens qui nous aident à réfléchir, avec un comité de direction qui nous fait prendre de la hauteur, avec son board, et j'insiste là-dessus, et je pense que c'est très important que le conseil d'administration, ou le comité stratégique, parce que quand on est en start-up, on a souvent un comité, ce qu'on appelle un comité stratégique, qui va suivre, hein, on est en SAS, peu importe la forme juridique, mais on a un petit comité d'experts, de mentors, avec lequel on peut tout dire, tout partager, et bien ce comité-là, il faut le mettre en œuvre pour qu'il travaille justement avec la direction générale, avec les CEO, l'entrepreneur, sur la mise en route de cette cartographie des risques, sur cette réflexion, sur cette manière de fonctionner, vous voyez, pour que demain,
l'entrepreneur, il se retrouve, ou le CEO se retrouve devant un nouveau marché, un nouveau client, une nouvelle envie. Et en fait, finalement, ils se disent, bon, ok, très bien, très bonne idée de partir. On m'emmène en Chine, c'est formidable, je vais avoir des nouveaux marchés là-bas. Mais est-ce que je suis pas un peu loin dans ma prise de risque? Est-ce que c'est le moment de faire ça? Est-ce que je ne ferais pas mieux de travailler un peu quand même sur cette rentabilité-là? Mes 5, mes 10 clients-là, il y a des problèmes, il y a de la qualité qui n'est pas bonne. Finalement, ça me coûte plus cher, cette rentabilité-là qui est en train de diminuer, que le fait de partir sur des nouveaux marchés en Chine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais peut-être qu'à un moment ou à un autre, avec cette manière de fonctionner, c'est toujours cette échelle, hein, moi je reviens toujours à cette échelle, je pense qu'elle est vraiment très structurante et qui est partagée avec le board, hein, on va vraiment sur le niveau de risque, ce que disait Catherine tout à l'heure très justement, se dire j'y vais pas. Vous voyez, j'y vais pas. Et j'y vais en conscience. Alors il y a toujours une part de fun, hein, on a toujours envie de, bon allez, non, c'est pas très raisonnable, mais qu'est-ce que j'ai envie d'y aller? Allez, d'accord, mais on sait... et du coup, on met les moyens appropriés en tant que dirigeant pour pouvoir suivre ce risque, pour pouvoir avancer sur ces sujets. Voilà. Je pense que ce qui est important au départ, et là, je vais peut-être revenir et faire un tout petit peu de marche arrière par rapport à la start-up et par rapport à l'entreprise en général, c'est déjà de travailler sur sa gouvernance. Je pense que sa gouvernance, et on est dans ce comité qui est très important, c'est déjà de bien constituer sa gouvernance. Vous le disiez tout à l'heure, Carole, c'était de dire d'avoir des personnes qui soient diversifiées dans son comité de gouvernance, pas que les mêmes qualités. On parle de diversification forcée, excusez-moi, c'est dommage, parce que c'est tellement important d'être avec des écoles différentes, des parcours différents, des nationalités différentes, des sexes différents, des envies différentes. C'est comme ça qu'on va constituer finalement la richesse de son marché et la richesse de ses réflexions. Donc moi, je pense que déjà, dans la gouvernance, c'est très important. C'est très important aussi d'avoir dans sa gouvernance des gens qui savent dire au CEO qu'on met toujours un peu dans un piédestal, contraint, forcé, voulu, enfin on va mettre l'adjectif que l'on veut, mais d'avoir quelqu'un qui est capable de dire, écoute, là ça suffit, stop, stop, entre quatre yeux, on n'est pas obligé de le mettre en plein bord devant tout le monde, mais entre quatre yeux, ça dépasse les bornes, et donc s'appuyer sur cette cartographie des risques qui dit ça dépasse les bornes, c'est aussi un élément objectif. Vous voyez, on objective la prise de risque. Je crois qu'on l'a pas encore dit, mais c'est quand même tellement important. L'analyse de risque, c'est objectiver la prise de risque et c'est de dire, écoute, là ça va trop loin par rapport à ce qu'on avait dit, ça va trop loin par rapport à ce qu'on avait pensé. L'enjeu aujourd'hui, ça n'est pas de partir en Chine, c'est de travailler sur la rentabilité parce qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet. Donc je pense que ça, c'est un élément important et la gouvernance bien constituée permet de pouvoir discuter d'une manière objective avec la direction générale. Donc moi, je partirais de ça. C'est-à-dire que je commencerai par faire, après l'exercice de stratégie que l'on fait tous les 3 ans à peu près en termes de conseil d'administration, et bien très vite après l'exercice de stratégie qu'on ferait, en fait, c'est d'arriver très vite à faire une analyse des risques, un exercice d'analyse des risques adossé à qu'est-ce qui va nous empêcher d'atteindre la stratégie. Hein, je vous rappelle, la stratégie pour moi, elle est financière, elle est environnementale et sociétale. Donc demain, c'est quoi cet exercice? Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cette performance stratégique, économique, financière, environnementale? Ces 3 exercices-là. On fait cet exercice ensemble en board, en direction générale, on le fait ensemble, on le partage, on se dit qu'est-ce qui va être les problèmes de demain. On le décline éventuellement en business unit, parce qu'il peut y avoir au niveau du corporate, puis au niveau des business units. Qu'est-ce qui remonte au niveau des business units? Au niveau de conseil, on a une consolidation des éléments, et là on se dit, ok, nos 3, 5, 10 risques majeurs, c'est ça. Très bien. Qui sont les propriétaires de risque? Comment ça se passe? Qui va être en charge de ces éléments? Et donc, qui est-ce qui va être dans la manœuvre du pilotage et de l'atténuation au niveau de risque qu'on a décidé en conseil? Et donc, d'avoir finalement régulièrement ces propriétaires de risque qui viennent au niveau du board. C'est important de pouvoir les voir. Moi, dans mes boards, j'ai évidemment le CFO qui est tout le temps là, évidemment le CEO qui est tout le temps là, et les autres. Je veux dire, c'est important d'avoir le CTO sur des sujets très techno, c'est important d'avoir la production, c'est important d'avoir le CEO et de discuter avec eux, d'avoir le DRH à des moments où on a besoin sur le désengagement des salariés, on en parlait tout à l'heure, les risques RH, et ben voyons le propriétaire du risque RH, c'est quand même lui qui est le plus concerné. Donc, de pouvoir en board discuter directement
avec ces personnes qui sont propriétaires de ces risques et d'avancer et d'avoir régulièrement. Et je pense que dans comité, alors on peut les mettre en comité d'audit et des risques en fonction des tailles des structures, mais mettons-le aussi directement en board et mettons à l'ordre du jour systématiquement ce sujet. Moi, j'aime bien à chaque conseil d'administration. Alors, il y aura toujours, j'ai pas le temps. Non, mais on l'aura toujours. Je n'ai pas le temps, c'est pas possible. Pas cette fois-là, tu comprends, il y a l'exercice budgétaire, pas là, il y a les comptes, pas là. Ok, d'accord, pas là. Ok, maintenant, s'il vous plaît, je voudrais voir. Et moi, je fais mention. Hein, ils me détestent dans mes boards sur ces sujets-là. Hein, je veux dire, on a avancé là-dessus. On peut le voir. Est-ce qu'on peut le mettre? Allez, on le met juste en question diverse. Question diverse. J'ai une question diverse. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Je veux pouvoir faire avancer les choses. Alors, c'est pas qu'on aura tout vu, c'est pas que l'exhaustivité des risques aura été faite, hein, ça, parce que c'est important de le dire, cet exercice que l'on fait, ça n'est pas la garantie absolue d'avoir aucun risque qui est tombé et qu'on aura zéro risque dans notre entreprise. C'est pas vrai. On peut avoir un risque qui était non prévu, qui va être arrivé, comme la crise sanitaire. Oui, la pandémie, on l'avait vu, mais personne n'avait vu le confinement. Hein. Là, 100% des cartographies, enfin 0% avaient mis confinement. On n'avait pas imaginé, les biais étaient bien à la manœuvre, on ne voulait pas le voir, alors que l'Italie confinait. Nous, en France, non, on n'a pas vu le confinement. Ok. Eh bien, on a quand même été confinés. Et finalement, qu'est-ce qui a servi à cet exercice de confinement? En tout cas, à Paris, on avait eu l'exercice de Sequana en 2016. Sequana, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait été un exercice où on avait dit la scène déborde. Toutes les entreprises sont chez elles. Comment ça se passe? On avait fait des entraînements. Moi, j'étais à l'époque DG de l'Amrae et on avait beaucoup travaillé avec Sequana. C'était très intéressant. Tous les salariés de l'Île-de-France étaient chez eux, à distance. On en avait tiré plein d'enseignements, de connexions, de réseaux qui naturellement qui saturaient. Ça, c'était pas possible, on n'y arrivait pas. D'entreprises vitales qui se retrouvaient complètement en rade. Bon, on avait tiré plein d'enseignements de Sequana. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? On a utilisé les plans de gestion de crise de Sequana. Et grâce à ça, on a pu démarrer. Il y a plein de boîtes qui se sont retrouvées le jeudi soir devant l'annonce d'Emmanuel Macron. Bon, bah écoutez, le vendredi, vous passez au bureau, vous venez tout récupérer, et le lundi, on redémarre. Mais on a redémarré comme si on était d'une manière naturelle au bureau. Et c'est bien parce qu'il y a eu des entraînements, c'est bien parce qu'il y a eu à un moment des choses qui ont été prévues, organisées, testées. C'est le test and learn que connaissent si bien évidemment les startups. Donc le test and learn dans la gestion des risques, je pense qu'il est urgent de le mettre en place et à tout niveau de l'entreprise. Et effectivement, et ce sera une très bonne transition puisque je vais passer la parole à Cécile. En fait, à travers cet exemple, on voit bien que la formalisation, les exercices, les tests sont très utiles. Mais que dans la plupart des entreprises, finalement, on le fait un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Finalement, on le fait. Et c'est plus le fait que les gens se font un peu une montagne de cette gestion des risques, alors que dans la pratique, elle n'est pas toujours formalisée, mais elle existe parce que finalement, tout chef d'entreprise va quand même essayer de protéger son entreprise. Je passe la parole à Cécile. Nous venons de traverser, j'aimerais pouvoir mettre cette phrase au passé, je pense que nous sommes encore au sein d'une crise qui perdure. Cécile, peut-être nous faire un petit peu, avec votre casquette, un retour d'expérience sur la gestion de la crise, et est-ce que certaines entreprises, et notamment celles qui avaient formalisé leur gestion des risques, ont-elles finalement traversé cette période, ou traversent-elles cette période de manière plus robuste? Alors, la crise Covid, elle a ancré le besoin de se préparer au pire et de renoncer surtout à l'improvisation pour développer, je dirais, une capacité de résilience. C'est-à-dire gagner un temps précieux tout en intégrant, et ça de façon éternelle, je dirais, un devoir d'humilité face à ces événements qui sont inconcevables, qui n'étaient déjà pas concevables, et d'autres ne seront de toute façon pas concevables. Donc il faut vraiment avoir ce devoir d'humilité, c'est vraiment un postulat de départ. Et finalement, la préparation, elle ne fait qu'augmenter les chances de succès, malheureusement sans promesse de résultat. Donc, effectivement, Carole, la question est posée. Est-il indispensable de disposer d'un PCA
qui inclut un plan de gestion de crise. Hein. Un PCA est un dispositif de résilience globale, donc ça inclut également ce dispositif de gestion de crise. Donc, est-ce qu'il est indispensable de disposer d'un PCA puisque certaines entreprises, finalement, se sont débrouillées sans? Alors, d'un point de vue très opérationnel, qu'on dispose ou pas d'un PCA face à une crise, les défis s'avèrent identiques pour toutes les organisations, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur taille. Finalement, ça se résume à quoi? Ça se résume à gérer en même temps la surprise, le stress généré par la découverte progressive des enjeux, la nécessaire réflexion et prise de décision stratégique sans avoir une visibilité complète, et la mise en place d'une organisation d'exception, le tout en un temps record, en évitant la confusion collective, les biais cognitifs, dont on sait qu'ils sont automatiques et qui amendent la rationalité dans la prise de décision stratégique, et avec potentiellement une forte pression médiatique. Donc on retrouve en fait les deux grands enjeux de la crise, c'est à la fois la tyrannie du temps et la gestion du stress. Un point qui est absolument essentiel par rapport à la crise Covid et qui répond du coup en partie à la question, c'est que la crise Covid, malgré tout, est une crise à cinétique lente, avec soit des coups d'accélération, mais c'est quand même une crise à cinétique lente. Et les défis dont je parlais à l'instant que j'ai énumérés seront encore plus violents si on se retrouve face à une crise à cinétique rapide. Donc, l'enjeu de la crise, elle se résume en fait à une seule chose, c'est éviter une véritable perte de contrôle. Et le PCA, du coup, s'avère un véritable outil stratégique de maîtrise avec l'objectif d'éviter à tout prix cette fameuse perte de contrôle. La crise actuelle, hein, on va dire qu'elle est toujours actuelle, elle prouve, à mon sens, de façon absolument magistrale, que pour faire face à une situation instable et imprévue, l'anticipation, la planification, la préparation, ne serait-ce qu'à un niveau macro, sont essentielles pour réduire la tyrannie du temps et faire baisser le niveau de stress. Ils doivent être, anticipation et planification doivent également être complétés par une capacité d'adaptation entraînée. Le postulat de départ, c'est qu'une crise ne se déroule jamais comme on a pu la modéliser. Et dans le PCA, ça fait partie de nos prérequis. Le PCA ne peut de toute façon pas se résumer à l'application automatique d'une procédure. Ça n'a absolument aucun sens. Suite dans l'évolution, on va dire plutôt, de la crise Covid, on a assisté à un mouvement d'engagement global des entreprises dans cette démarche de résilience. Et je crois qu'on peut dire désormais que la nécessité de développer une véritable capacité de résilience dans les entreprises, elle ne supporte plus de contestation ni d'hésitation. Quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité ou encore sa localisation, plus aucune organisation ne peut aujourd'hui raisonnablement se satisfaire du choix de l'improvisation face aux crises que l'on rencontre aujourd'hui et que on rencontrera probablement demain. Merci Cécile. Je retiens peut-être 3 éléments. Le devoir d'humilité, et je pense que c'est vraiment essentiel de le rappeler à ce moment-là. Le deuxième, c'est que la préparation fait baisser le niveau de stress et donc permet de garder la tête froide. Et peut-être un troisième élément, et on l'a bien perçu dans vos propos, c'est que la gouvernance de l'entreprise a joué aussi un rôle très important durant la crise. C'est-à-dire qu'on a vu une augmentation du nombre de réunions des conseils d'administration, souvent, et justement en appui de l'exécutif, de l'opérationnel, le conseil d'administration, les comités stratégiques ont joué aussi un rôle important pour garder la tête la plus froide possible et justement appuyer, challenger, mais là vraiment au sens le plus positif du terme, challenger les opérationnels qui étaient en pleine gestion de cette crise. Voilà, nous allons maintenant aborder notre troisième séquence et notre dernière séquence avant les questions qui traite justement
des atouts, et on en a déjà vu un certain nombre d'éléments au cours de nos échanges, des atouts de la mise en place d'une vraie stratégie de gestion de crise. Oui, je vais passer la parole à Catherine et lui demander de développer comment finalement la BPI voit la gestion des risques comme un avantage compétitif, et est-ce que c'est un élément discriminant dans les choix faits par les BPI de financer telle ou telle entreprise? Comment ça se traduit dans les faits? Merci Carole. Alors, je vais absolument pas vous faire peur, hein. Il ne s'agit pas pour la BPI de dire « montrez-moi votre carte des risques, sinon, voilà, oubliez la demande de financement ». Non, absolument pas. Il y a deux choses. D'une part, c'est le métier d'un banquier, naturellement. Voilà, quand il analyse une demande, d'analyser bien sûr les états financiers, mais de voir aussi la cohérence avec la stratégie et de voir comment en fait le dirigeant anticipe ces risques, qu'il ait une carto formalisée ou pas, hein, voilà, soyons clairs, et voilà, cette exigence n'existe pas du côté de BPI. Par contre, évidemment, la gestion des risques est clé, hein. Enfin, je pense que c'est ce qu'on dit depuis le début. Et d'ailleurs, voilà, j'ai juste un exemple qui me vient en tête. Je pense que vous avez vu passer il y a quelque temps dans les journaux cette entreprise qui a perdu, je crois, le marché de l'énergie de la ville de Paris parce que juste elle n'arrivait pas elle avait promis des prix très bas, sauf que pour gérer en fait les risques associés à ces prix très bas, elle avait juste oublié en fait de se couvrir contre l'augmentation des prix de l'énergie auprès de ses propres fournisseurs. Résultat, clé sous la porte ou quelque chose ou pas loin. En tout cas, perte d'un très gros marché. En tout cas, là où BPI est attentif et aide en fait les entreprises, hein, vous savez que BPI c'est pas que du financement, loin de là. On a tout un programme en fait pour accompagner les entreprises, pour vous accompagner, et quelle que soit la taille. Enfin, notre cœur, c'est évidemment les startups, les PME, les ETI. En fait, on a mis en place des programmes d'accompagnement. J'en citerai deux en fait. Un sur le risque cyber. Donc en fait, voilà, on met à disposition en fait des conseillers qui vont vous permettre de faire un diagnostic sur votre exposition au risque cyber. Voilà, de façon très concrète, en fait, ça peut vous permettre d'identifier vos failles de sécurité et très concrètement d'identifier aussi votre exposition au risque de fraude. Je pense que personne n'a envie de se retrouver avec un hacker voilà, qui fait des demandes de rançon pour vous rendre l'accès à vos données. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument bien identifier, calibrer, parce que derrière, en fait, c'est juste ça évite, en fait, de perdre de l'argent, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose, un outil qui peut être très, très utile et que BPI propose. Le deuxième exemple, en fait, qui est très important, c'est ce qu'on appelle un diagnostic décarbone action. Voilà, un petit jeu de mots sur un diagnostic sur justement l'exposition au risque climatique, et aussi pour permettre aux entreprises, pour vous permettre en fait de passer en fait la transition énergétique. Par exemple, si vous êtes un transporteur, voilà, des camions qui vont polluer. Donc derrière, il y a un risque en fait, peut-être d'être exposé à une réglementation européenne qui va vous contraindre dans quelques années à à devoir changer en fait de type de véhicule. Comment en fait on se prépare? Quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes préparé? Sinon, comment est-ce que en fait vous pouvez vous préparer à cette réglementation qui arrive et à ses conséquences financières? Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose de très important, parce que au fond, ce que j'ai envie de dire, c'est que le risque, ça coûte pas, j'allais dire seulement pour le temps qu'on passe à établir les cartos, à réfléchir en atelier au niveau du board là-dessus. La conséquence, en fait, c'est que le risque coûte, un risque mal calibré, mal anticipé coûte. Vous avez de la fraude, on demande une rançon, vous êtes exposé aussi à de la fraude interne, ou vous devez en fait vous transformer au niveau de vos process parce que la réglementation vous l'impose. Voilà, il vaut mieux anticiper les choses. Et on parle même, en fait, il y a des réflexions autour du risque climatique en disant finalement, les entreprises vont avoir une dette climatique et cette dette climatique pourrait se traduire comptablement dans les états financiers.
Donc ça, il y a un moment, voilà, la matérialité en fait de l'impact bilanciel et PNL peut arriver. Donc autant en fait anticiper les choses. Je dirais que pour finir, en fait, la gestion des risques, avantages compétitifs, dans une phase de transition des entreprises en termes d'échelle, en fait, de passage à l'échelle, hein, on passe, voilà, souvent ça, quand on parle des startups, il est important pour les startups de passer à l'échelle. Nous, c'est évidemment chez BPI quelque chose qu'on pousse complètement voilà, dans la ligne de France 2030 ou autre, le passage à l'échelle, on a besoin en fait de startups qui grandissent. Bah, ce passage à l'échelle forcément embarque des nouveaux risques. Et là, voilà, cette situation ne peut que vous inciter à faire cet exercice en fait d'identification, calibration et mise en place de mesures pour les répondants. Merci Catherine. Bénédicte, 2 questions. Une première, rebondissons sur les propos de Catherine. L'angle justement start-up et PME, en quoi justement, là on l'a bien compris dans les propos de Catherine, il y a des avantages compétitifs. Si vous le calibrez, si on arrive à la maille des start-up et des PME, avez-vous des exemples ou des éléments complémentaires? Ben écoutez, moi j'ai bien entendu que la BPI avait 2 programmes d'analyse des risques qui étaient à disposition de ces sous-jacents, enfin de ces entreprises. Moi je trouve qu'un 3e programme d'analyse des risques, j'en profite, hein, l'analyse des risques complet, pour travailler justement avec ces entreprises, on sait que les startups ont des très très bonnes idées et la difficulté c'est de passer de ce qu'on appelle, désolé jargon, en scale-up. Alors c'est vraiment de passer, si on fait français, c'est de TPE à PME. Et ben honnêtement, c'est pas facile parce qu'il y a un moment, on a vraiment tellement de sujets à aborder. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Et finalement, d'avoir cette vision 360 de fiabilisation de la stratégie, de là où on veut aller, tout en restant agile, hein, tout en restant agile. Et Cécile l'a bien dit tout à l'heure. L'analyse des risques aujourd'hui, c'est la capacité à être agile rapidement. Hein, capacité à être agile, à être résilient rapidement. Je crois que si on voulait changer un petit peu les mots de la gestion des risques ou de la carte des risques, où parfois on a le sentiment qu'on l'a entendu 100 fois, 1000 fois, aujourd'hui ce serait vraiment la capacité à être agile et résilient face à un problème. Voilà. Et donc je pense que les startups et les jeunes entreprises et même les entreprises plus matures, on n'a pas parlé des entreprises familiales ce matin, les entreprises familiales c'est complexe, les gestions de famille, les relations, la capacité à transmettre aux générations futures, la capacité à être agile dans ces sujets, c'est compliqué. Pareil, on va utiliser ces outils, on va utiliser cette échelle de cotation, on va utiliser des scénarios, on va réfléchir ensemble à comment arriver à rendre cette entreprise pérenne. Faut-il la transmettre? Faut-il la céder? Voilà, c'est des sujets comme ça qui sont très intéressants. Moi, je pense que c'est vraiment une première partie très bien pour les entreprises. La deuxième question, mon cher Xavier. La deuxième question. Vaste sujet, l'assurance. On sait que certains risques sont assurables. Or, on voit une évolution du marché de l'assurance qui est tout à fait significative depuis plusieurs années. Des polices plus coûteuses, des couvertures sur lesquelles on peut s'interroger, on va dire réduites au minimum dans certains secteurs. Donc, quelles sont les conséquences que l'on peut attendre et soyons optimistes, comment transformer tout cela en opportunité? Oui, alors complètement, c'est un vrai sujet. Je pense que chacun dans la salle a des soucis aujourd'hui pour renouveler sa police d'assurance. Hein, c'est pas compliqué en ce moment, c'est prix multiplié par 2, capacité divisé par 2. C'est-à-dire que vous payez 4 fois le truc, voilà, à peu près. Donc, vraiment, et que ce soit en dommages, en RC, en cyber, j'en parle même pas. Je crois qu'on a des ratios qui sont absolument dingues. Donc, on est bien d'accord que l'assurance, c'est pas ce qui va vous permettre de faire n'importe quoi. C'est la capacité à financer une prise de risque. Donc c'est très important quand on a un outil industriel majeur, quand on a des machines dans des usines qui coûtent une fortune. Et si demain on a un problème électrique et tout disparaît, comment faisons-nous pour reconstruire notre outil industriel, hein? C'est ça l'assurance. C'est pas l'assurance de faire n'importe quoi et d'avoir un chèque. On peut avoir un chèque et on est mort. C'est bien dommage. Donc, le financement du risque, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et donc, on a un sujet de capacité. Le marché s'est retourné il y a 2-3 ans, à peu près. Les assureurs eux-mêmes, en fait, dans leur placement,
qu'il faisait avec les primes avait une manière, permettait de couvrir ce qu'on appelle des grands risques, hein, c'est-à-dire de financer les entreprises, ce qui n'est plus le cas. Hein, les marchés financiers, le taux de l'argent, on voit bien, ça Catherine pourrait bien mieux nous en parler, c'est-à-dire les assureurs ne récupèrent plus d'argent de leur placement, ce qui fait qu'en fait, ils font monter les prix parce qu'ils ne peuvent plus, il n'y a plus de rentabilité sur ces sujets. Si on en revient au niveau des entreprises, si on ne peut plus financer le risque, on voit bien qu'il faut nous trouver en interne nos capacités financières, humaines et technologiques pour financer ce risque. Et donc, on en revient à quelle stratégie et comment pouvons-nous fiabiliser cette stratégie en allouant au bon endroit, parce qu'on n'aura plus l'assurance pour peut-être un backup d'un incendie. Donc c'est prévention, analyse des scénarios, maintien de l'outil industriel et comment est-ce qu'on fait, duplication de l'outil industriel, c'est-à-dire que mon usine brûle, et j'ai peut-être fait un accord avec quelqu'un d'autre qui est capable de prendre ma production pour un temps donné, le temps que je reconstruise. Tout ça, ça se prépare. Tout ça, ça se prépare, et Xavier a absolument raison de le dire, qu'on a effectivement un problème de financement du risque aujourd'hui au niveau des assurances. Je pense qu'un point important aussi qu'on n'a pas tellement évoqué aujourd'hui, c'est la data. C'est l'intérêt de la data qui arrive. On est peut-être un peu loin de ces sujets entre risque et data. Moi, je vous dis que demain, la data va nous permettre d'aller extrêmement vite dans l'analyse des risques. Alors, pas forcément les risques stratégiques, parce que les risques stratégiques, c'est vraiment encore du combinatoire de données qui font que l'homme est vraiment à la manœuvre, mais sur des risques opérationnels. On parle de risques de maintenance. Aujourd'hui, la data, elle va permettre de vous donner, de vous prédire qu'une machine va tomber, évite que vous ayez une rupture de livraison de supply chain. Donc, mettre de la data sur des risques opérationnels qui sont importants pour vous, qui sont structurants, de la data sur l'IT, de la data sur les RH, de la data sur plusieurs sujets. En fait, demain, vous allez vous retrouver à pouvoir avoir une rapidité de remontée de l'information, une rapidité d'exhaustivité aussi de l'information. Parce que la data, pour le coup, on touche beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de données. Moi, j'ai accompagné un groupe qui avait des problématiques de supply chain. On a commencé à travailler sur la data. On a vu qu'il y avait une énorme cyclicité au niveau des livraisons de la supply chain, donc qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, en fait. On n'arrivait pas, on voyait bien qu'il y avait des retards de certains fournisseurs, et ce groupe n'avait pas le temps, toujours le même problème, d'aller sourcer d'autres fournisseurs, ou ne voulait pas prendre, enfin, ne voulait pas, non, c'est désagréable, mais n'avait pas le temps. Voilà, c'était pas son enjeu, c'était pas sa priorité. Quand on a vu la cyclicité qu'il y avait, quand on a vu, en fait, déjà, il y avait du coup un BFR qui était extrêmement élevé, parce qu'il s'était calé sur la cyclicité la plus haute, forcément, puisque leur fournisseur n'était absolument pas régulier. Donc, quand on a commencé à analyser toute cette cyclicité qu'on voyait pas, que l'on a combiné avec des méthodes, avec l'assurance, en disant, l'assurance, si vous brûlez, vous avez 6 mois où vous êtes mort, hein, en fait. Donc, on a commencé à faire du combinatoire entre les deux, et donc on a pu avoir vraiment une analyse stratégique de commande au niveau des fournisseurs qui a permis de baisser le BFR et de travailler sur un autre sourcing de fournisseurs. Et ça, aujourd'hui, en avantage compétitif, c'est déjà donc connaître ses risques, les hiérarchiser et commencer à mettre de la data à l'intérieur au fur et à mesure, travailler sur ces sujets pour pouvoir aller plus vite dans notre capacité à être résilient demain, parce que Cécile a complètement raison de dire, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais déjà d'avoir préparé des scénarios et d'être capable d'avoir de la data qui permet d'aller plus vite, on va gagner en compétitivité sur nos concurrents. Vraiment, j'y crois. Merci Bénédicte. Moi, je retiens 2 mots, objectiver. Donc voilà, c'est aussi un mot important qui ressort. Et puis finalement, à travers l'exemple de l'assurance, de voir que finalement, on peut transformer une contrainte en opportunité. Et je pense qu'effectivement, faudra, j'espère que nos auditeurs verront que en fait, l'identification des risques
est aussi une source d'opportunités et ça permet de faire des choix objectivés, si je reprends le mot que Bénédicte vient d'utiliser. Cécile, je me tourne vers vous pour voir effectivement comment vous réagissez, vous, en tant que à ce qui vient d'être dit, et comment est-ce que vous voyez la gestion de crise finalement comme un outil de compétitivité, ce qui n'est pas nécessairement, je dirais au premier abord, ce que on perçoit, mais je sais que vous êtes convaincus que c'est un outil important. Donc, merci de partager vos vues. Merci Carole. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'en se dotant d'un dispositif de résilience, l'ensemble des organisations font un véritable choix stratégique. Je crois que ça a été largement évoqué. C'est un outil de riposte qui va permettre de conférer une certaine capacité de maîtrise. Juste pour rappeler, il y a vraiment deux objectifs. C'est qu'avec ce dispositif de résilience et notamment le PCA opérationnel, ça va permettre de ramener de façon globale les différents impacts d'un sinistre majeur à un niveau acceptable pour la survie économique de l'entreprise. Ça, c'est un point qui est important. Mais aussi un point qui est aussi, à mon avis, significatif, c'est que ça va permettre de maintenir la confiance actuelle et à venir avec les clients et de façon plus globale avec l'ensemble des parties prenantes de l'organisation. Le PCA est en fait un marqueur de confiance. L'entreprise, en ayant un dispositif de résilience, elle va prouver sa robustesse de fonctionnement et elle va renvoyer une image valorisée d'acteur économique qui est responsable, soucieux de son avenir, et elle va augmenter sa fiabilité et sa responsabilité face au risque, tout en se dotant finalement peut-être d'un avantage commercial. Donc ça, à mon avis, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Et pour revenir directement à votre question, d'un point de vue très pratique, cette démarche de construction d'un dispositif de résilience, il doit toujours favoriser le pragmatisme. C'est vraiment un impératif et le dispositif doit s'adapter à la taille, à la maturité de l'entreprise sur ces sujets et on pourrait peut-être se dire qu'il y a deux incontournables dans ce dispositif. Le premier, c'est que la gouvernance doit à minima avoir identifié ses besoins de continuité. C'est-à-dire, par temps calme, se dire quelles sont les activités les plus vitales et les interdépendances associées. On l'a vu, hein, la chaîne de valeur est essentielle. Donc ça me semble vraiment incontournable. Ça peut être fait de façon macro. On n'est pas obligé d'aller dans un détail très fin en fonction de ses capacités, mais au moins, il faut avoir identifié ça. Idéalement, on peut également identifier les solutions ou les pistes de solutions de continuité pour répondre à ce besoin. Ça sera beaucoup plus opérationnel le jour J, mais on peut ne pas être arrivé à cette maturité-là. Enfin, le deuxième point, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important, c'est la préparation des hommes à la gestion de crise, à la fois à un niveau collectif et individuel. Il s'agit de préparer la cellule de gestion de crise dans un souci à la fois d'acquisition et de maintien de performance collective. L'objectif, c'est d'appréhender l'effet de surprise, de sortir de sa zone de confort et finalement de développer des automatismes individuels et collectifs qui vont permettre d'atténuer les effets néfastes de la surprise. La crise, c'est un véritable état d'exception, dynamique, parfois même erratique. Et une entreprise qui réalise régulièrement des exercices de gestion de crise maximise sans aucun doute ses chances de réussite le jour J. Même si, encore une fois, il convient d'être pragmatique et de retenir parfois une progressivité la plus adaptée à l'entreprise. Le tout, bien évidemment, avec le développement d'une forte capacité d'adaptation et d'anticipation pour le jour de la crise. Donc, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'un minimum de préparation fera probablement toute la différence. Et j'aime beaucoup l'expression de Louis Pasteur qui disait « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». Finalement, on est complètement là-dedans. Et enfin, une dernière piste
que j'évoque largement dans mon ouvrage, c'est que je pense qu'aujourd'hui, face à l'ensemble des menaces dont on a parlé, à leurs caractéristiques, je pense qu'il faut créer aujourd'hui des pistes de résilience augmentée et notamment de s'orienter vers une résilience beaucoup plus collective, c'est-à-dire composée de coopération globale et de solidarité nouvelle, notamment sur le territoire de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le premier axe, c'est une coopération publique-privée sur ce territoire, sur le territoire de l'entreprise. Les entreprises, elles se nourrissent de leur territoire, de leur environnement, mais elles contribuent également et de façon incontestable à une cohésion sociale en cas de crise. Et face à l'ampleur des nouvelles menaces dont on a parlé tout à l'heure, il ne semble plus possible aujourd'hui qu'une collectivité territoriale elle appréhende sa résilience sans y associer étroitement les acteurs économiques présents sur son territoire. Et enfin, le deuxième levier, c'est sur ce territoire, il semble important de favoriser une coopération entre entreprises sur ce sujet, quel que soit leur secteur économique, même s'ils sont concurrents, c'est-à-dire s'ouvrir à des ponts d'efficacité, voire à des solutions de solidarité pour être plus résilients ensemble, tout en gardant bien évidemment une indépendance évidente. Mais je pense qu'on peut dire que à l'avenir, il y aura de moins en moins de résilience individuelle sans résilience collective. Et je rejoins enfin le propos tout à l'heure sur les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle est certainement une des pistes également à creuser et à construire dès demain pour développer nos capacités de projection dans la crise de demain. Merci Cécile pour ces pistes et pour cette phrase de Louis Pasteur. Je pense qu'il va rester dans les mémoires de ce webinaire. Nous en arrivons au terme, mais nous avons quelques questions. Peut-être préciser tout d'abord que vous avez rédigé un ouvrage à la fois passionnant et surtout très utile qui s'appelle « Le plan de continuité des activités et la gestion de crise, résilience, le défi des nouvelles menaces », qui de surcroît a été primé puisqu'il a reçu la médaille 2021 de l'Académie des sciences commerciales. Merci beaucoup Cécile. Alors peut-être quelques questions, Carole ? Oui, alors peut-être une question qui a été posée. Quel accompagnement pour le pilotage des risques lorsqu'on n'a pas de conseil? Donc peut-être, Bénédicte, c'est probablement l'apanage des sociétés un peu plus petites où les choses sont moins formalisées. Donc comment finalement avancer sur mettre en place ces sujets et faire en sorte que ce soit des vrais outils stratégiques quand on a une structure légère? Eh bien, je vais faire de la pub pour le MEDEF. Je crois qu'il faut prendre un facilitateur. Tu peux y aller. Je peux, hein, c'est le Cénacle. C'est le lieu. C'est le lieu. Non, mais c'est vrai, enfin, on ne peut pas se couper les cheveux soi-même, donc je crois qu'il faut prendre un facilitateur. Hein. C'est prendre quelqu'un du MEDEF ou un consultant qui soit un peu éclairé sur ces sujets, reprendre l'outil de la carto des risques et travailler ensemble en toute confiance, en toute intelligence. Alors après, c'est de se dire, OK, on a fait ce tour de 360 ensemble en comité de direction. On va s'approprier les risques majeurs comme étant des sujets majeurs. Et quand vous vous retrouvez, il faut être capable de se mettre en comité spécifique, je pense, sur ces sujets. On peut pas dire, on traite la gestion des risques au milieu du quotidien de est-ce que tu as appelé le fournisseur Tartemuche? C'est pas possible. Donc, c'est de se dire, tous les trimestres, on prend rendez-vous avec les propriétaires de risques, avec les membres du comité de direction, en format analyse des risques. Où est-ce qu'on en est? Comment on a avancé? Quelle allocation? Voilà. Donc, je crois qu'au départ, c'est prendre quelqu'un qui vous aide à réfléchir et ensuite faire des points régulièrement. Ensuite, franchement, constituer peut-être un petit comité à côté aussi de mentors. Peut-être est-ce que le MEDEF fait ce genre de choses, ou alors un petit réseau à côté. Si vous êtes dans le réseau Entreprendre, le réseau APM, le réseau, voilà, vous demandez une petite équipe en disant j'ai besoin de vous pour travailler là-dessus. Est-ce que vous seriez d'accord? Les gens sont souvent d'accord de travailler avec leurs pairs sur des sujets qui les intéressent. Moi, je pense que je rejoins complètement le collectif.
n'hésitez pas à parler avec vos pairs de vos sujets. Vous allez voir, c'est les mêmes problèmes à côté. Et donc, créer peut-être une petite cellule d'analyse de risque partagée avec deux, trois entreprises du secteur, du quartier, du je sais pas, qui pourraient être avec vous sur ces sujets. Enfin, moi, je pense qu'il y a plein de solutions. Ouais, moi je rajouterais, enfin, n'hésitez pas, c'est pas de la pub, hein, mais de faire appel à BPI. Oui, oui, parce que ça coûte vraiment pas cher, c'est déjà la première chose. Mais c'est vrai que il y a besoin en fait d'avoir un regard externe, parce qu'il y a besoin de faire ce 360. Et Bénédicte a tout à fait raison. Il y a un moment pour au moins enclencher en fait le sujet, il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur en fait qui aide à prendre le recul nécessaire et qui aide à piloter. Donc avec BPI, il y a des accompagnements en fait sur certains sujets. Pas encore, j'allais dire pas encore, il faut que j'en parle à mes collègues, sur un accompagnement sur voilà, une carte des risques un peu plus globale. Ça, donc c'est peut-être une idée à creuser. Mais il y a aussi, je pense, au vecteur des accélérateurs, c'est-à-dire que BPI aide aussi les entreprises à se mettre en relation avec leurs pairs, avec en fait également leur ligne, les tiers en fait qui vont être proches en fait des activités. Donc tout ça en fait, la mise en réseau facilite en fait l'échange, la discussion et la prise de recul aussi. Et effectivement, il y a aussi des bonnes idées en fait chez les pairs, chez les concurrents, chez les fournisseurs, etc. Donc n'hésitez pas pour sortir la tête de l'eau finalement, à vous faire aider et à échanger. Peut-être juste un point qu'on avait précisé dans notre guide, et le MEDEF, BPI, etc., bien évidemment. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de s'autoriser le fait de se faire challenger. C'est-à-dire que si on se retrouve dans un cercle, quel qu'il soit, quelle que soit sa constitution, mais finalement où on est coopté, on est entre nous, on s'auto-alimente dans nos biais cognitifs, on s'auto-alimente dans nos propres évaluations, on ne se fait pas challenger. Je pense que là, il y a une partie de la qualité du travail qui est en train de s'écrouler. Alors, nous n'avons plus que quelques minutes. Peut-être une dernière question? Oui, peut-être. Je crois que ça a été un peu évoqué par Bénédicte, mais comment sensibiliser les opérationnels à la gestion des risques au quotidien? Est-ce que là, je vais peut-être me tourner vers Cécile. Comment est-ce que, dans votre expérience, vous agissez et la cartographie qui est une formalisation ainsi que le plan de continuité, comment est-ce que c'est un outil finalement pour que tout le monde, toute la chaîne de l'entreprise, pas uniquement les dirigeants et le conseil, s'approprient ces concepts et les rendre opérationnels? Juste pour compléter le propos d'avant, je pense qu'il faut aussi rajouter l'intégration dans des clubs professionnels d'échange. Sur la continuité d'activité, on a le club de la continuité d'activité et justement, il y a des échanges entre pairs, des partages de vision, des partages de savoir-faire qui peuvent compléter parfaitement aussi l'accompagnement dont vous parlez. Pour la sensibilisation des opérationnels, nous, en fait, on les associe dès la construction du plan de continuité. Donc, dès l'identification des besoins de continuité, on va vers eux pour d'abord essayer de le comprendre, essayer d'identifier bien les chaînes de valeur qui sont concernées et on les associe aux exercices. Donc, on leur explique bien au moment des exercices, on les remet en condition toujours nominale pour que, effectivement, ça ait vraiment du sens dans le cadre de la résilience, de l'acquisition de la résilience de l'entreprise. Et au cours des exercices de gestion de crise, on les associe également, alors notamment sur la communication de crise, qui est un point essentiel, mais également les opérationnels, les métiers, pour leur montrer en fait toute la chaîne qui est créée de résilience, que ça aille de la gestion de crise jusqu'à la reprise et du déclenchement du PCA d'un point de vue très opérationnel. Le fait de faire des exercices comme ça crée des habitudes de travailler ensemble. On se comprend, on se connaît, on sait ce qui est attendu. Et du coup, au moment de la crise du Covid, ça a été extrêmement facilitant parce que les gens avaient l'habitude de faire des exercices. Bon, là, c'était pour de vrai. Mais ils nous connaissaient, ils savaient exactement ce qu'on attendait d'eux. Et du coup, il faut une véritable stratégie d'exercice annuelle pour intégrer ces phases d'exercice dans leur récurrent. Et que, en fait, quelque part, ça fasse partie presque de leurs activités récurrentes annuelles. Donc ça, je pense que c'est très important. Et de toute façon, la continuité, ça va du stratégique jusqu'à l'opérationnel. J'ai peut-être envie d'ajouter que
Également dans les objectifs des opérationnels, hein, quels qu'ils soient, mais je pense à des gens qu'on va appeler en front office ou en commerciaux, etc. Bien souvent, les objectifs sont basés sur des objectifs de vente, de performance, etc. Intégrer aussi des objectifs de gestion des risques dans les objectifs de vos opérationnels. Et je pense que voilà, là, ça fait un incentive très, très parlant. Mais en complément, Catherine, si tu permets, pour aider justement, pour diffuser cette culture, moi je partirais de l'échelle. On parlait de cette échelle avec les 5 conséquences dont on a parlé tout à l'heure. Et cette échelle, elle doit être connue, elle doit être diffusée, diffusable au sein de l'entreprise en communication interne, que les gens comprennent bien. Et après, on a la partie contrôle interne et délégation de pouvoir qui vont dire, regardez, c'est ça, on va cascader la prise de risque quelque part, parce qu'il ne s'agit pas non plus de mettre une chape de plomb en disant vous ne pouvez plus rien faire, vous avez aussi votre limite de risque personnel, voilà où elle en est. Et regardez, si vous allez au-delà de ça, on est mort. On est mort. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Mais prenez ces 2 outils, l'échelle et la délégation de pouvoir. Vous allez voir déjà, ça va diffuser une culture de risque dans l'entreprise. Il est 11h. C'est parfait. Bing. Donc nous vous remercions beaucoup pour toutes ces questions et évidemment il y en a certaines que nous n'avons pas pu traiter dans cette heure et demie. Je vous rappelle que le contenu de cet événement sera très rapidement visible en replay à la fois sur le site du comité gouvernance et sur son compte LinkedIn. Carole, le mot de conclusion. Eh bien, écoutez, merci. J'espère que vous avez pu voir l'enthousiasme de nos intervenants sur ces sujets-là et surtout, eh bien, finalement, l'utilité d'avoir ces discussions, cette formalisation et surtout le voir non seulement comme un outil stratégique, mais également un outil qui permet à l'entreprise de se projeter vers l'avenir et d'accompagner ses succès et ses croissances avec le besoin finalement d'évaluation et de regard sur soi-même et peut-être sur un point que Xavier faisait, de bienveillance. Je pense que c'est important pour que ce soit efficace, c'est que ce soit fait avec bienveillance et permettre effectivement d'associer les différents partenaires internes et externes de l'entreprise. Donc je clôturerai sur ce mot-là. Et donc, merci à nos intervenantes pour vraiment la clarté et la précision de leurs propos et les exemples apportés. C'est toujours illustratif. Et merci au comité gouvernance du MEDEF de nous avoir permis ces partages. Très bonne journée.